On peut commencer, hein, la captation est bonne, comme ça on enchaîne, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et avant de commencer, je voulais dire que je suis arrivé sur le projet seulement en 2023, en cours de chantier. Donc l'historique a été déjà long avant, sur plein de sujets où il y a eu beaucoup de batailles avant même le chantier, donc j'avais pas cette connaissance-là. Donc aussi c'est pour vous rappeler à Vladimir, Hélène et Eric de me reprendre aussi s'il y a des choses sur l'historique où je suis moins précis. Et ensuite, j'espère que ce ne sera pas trop technique aussi. Le but, c'est quand même de parler des grands enjeux du projet qui ont quand même rassemblé l'équipe de conception. Le premier de ces enjeux étant la ventilation hygiénique. La particularité du conservatoire Chopin, c'est le fait qu'il y ait 3 systèmes de ventilation hygiénique différents. Donc en bleu et en jaune, c'est respectivement double flux et simple flux mécanique. Donc c'est le classique, donc simple flux pour les circulations sanitaires, vestiaires, et double flux pour les grands locaux, avec soit beaucoup d'occupants, soit beaucoup d'apports internes. Et en orange, on a les locaux qu'on a choisi de faire en simple flux naturel. Enfin double flux naturel, puisque vous avez vu qu'il y a un Ducos en bas, un Ducos en haut. Donc on peut dire qu'il y a une entrée et une sortie, mais il n'y a pas de récupération. Et donc ce choix des locaux en ventilation naturelle, c'est fait en fonction de l'acoustique, puisqu'il y a des locaux qui ont besoin d'un meilleur affaiblissement que d'autres, et aussi qui peuvent être agressifs vis-à-vis du quartier en nuisance sonore, par exemple le local de percussion. Et un autre élément qui a fait basculer ce choix, c'est les surfaces ouvrables disponibles. Dans l'existant, il n'y en a pas beaucoup, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas mettre beaucoup de linéaires d'aérateurs. Et vis-à-vis de l'occupation, ça n'aurait pas permis d'avoir des qualités de l'air satisfaisantes. Donc si on monte dans les étages, on a l'auditorium, vu l'occupation, et c'était beaucoup plus logique de le faire en double flux. On n'a que 2 petits locaux qui sont naturels. Et si on va au dernier étage, la partie bureau, elle est quand même en grande partie en ventilation naturelle, et aussi bureau d'accueil des parents. Donc ça fait vraiment un projet riche en situations différentes sur la ventilation. Là, je vais me concentrer plus sur ce qui est vraiment propre à ce projet, c'est la ventilation naturelle. Donc vous les avez vus, il y a des aérateurs haut et bas, et bien sûr, ils sont ouverts en permanence, mais il faut l'ouverture des fenêtres à l'intercours au moins pendant 10 minutes. Sans ça, on n'a pas la qualité de l'air satisfaisante. Et un aspect qui a été intéressant, on va dire impactant sur ces entrées d'air Ducos, c'est leur épaisseur, leur largeur. Ils font plus de 30 cm et ça fait que ça devient un débord à l'intérieur. Et ça fait que pour les intégrer bien dans le projet, ça a été plus compliqué que prévu. Je vais maintenant passer à la thématique du confort d'été. Donc dans cette coupe perce, on a un peu le principe de base qui est d'avoir une ouverture dans les circulations à rez-de-chaussée qui se prolonge dans l'atrium, enfin dans le long des escaliers, avec la possibilité d'avoir un tirage thermique par les fenêtres aux différents étages. Donc il y a l'air qui peut rentrer au rez-de-chaussée et être évacué par les fenêtres du premier, deuxième étage. L'auditorium, lui, c'est la seule pièce à fonctionner en climatisation, vu les forces d'occupation. Et sur la plupart des autres locaux, on est en mode passif, avec des entrées d'air par les fenêtres et des sorties en lanterneau. Ou bien on verra plus tard aussi, mais des ventilations juste par des fenêtres en mono orientées. Alors là, c'est pour rappeler aussi les objectifs qui étaient d'avoir moins de 2% du temps au-dessus des 28 degrés à l'intérieur. Et pour montrer ce qui participe à cet objectif-là, donc j'ai parlé de la ventilation dans la slide d'avant. Ce qui la permet pour la ventilation nocturne et même diurne, c'est d'avoir des protections devant les vitrages. Donc les tôles perforées ici devant la circulation, mais il y a les mêmes devant la salle
d'orchestre. À rez-de-chaussée, on a aussi des protections devant les fenêtres et il y a des moustiquaires également. Donc pour l'intrusion et pour éviter aussi les thématiques des moustiques et des volatiles. Et je vais passer à une slide qui montre les études qui ont été faites par rapport à l'ensoleillement des façades. Donc là, c'est un héliodon donc, qui a été fait pour le 21 juin. Et donc qui montre pour chaque point de la façade combien d'heures d'ensoleillement se cumulent sur cette journée-là. Et c'est ces études-là qui ont été faites assez tôt dans le projet, qui ont permis aussi de savoir vers où on devait aller en termes de protection solaire. Une autre étude d'ensoleillement, alors là c'est sur une plus grande période, c'est en pourcentage d'heures ensoleillées entre 6h et 22h par façade. Et donc là, ça a participé au choix des protections solaires. On a évalué du coup le confort pour la plupart des locaux sur le critère des 2% d'heures au-dessus de 28 degrés, mais on a aussi pour les bureaux plus réfléchi selon le diagramme de Givoni. Donc le diagramme de Givoni, pour rappel rapide, ça donne les zones de confort en fonction des températures sèches à l'intérieur de la pièce et de l'humidité absolue dans la pièce, et en fonction de la vitesse de l'air. Et donc c'est-à-dire qu'à 0 mètres seconde, tout ce polygone est une zone de confort, donc tous les points qui sont à l'intérieur sont réputés confortables. Si on augmente la vitesse de l'air, donc ça dans notre cas c'est avec un brasseur d'air, on peut augmenter le nombre de points qui sont confortables et on peut gagner des points qui étaient à des vitesses supérieures à la zone précédente. Et donc dans notre cas, on a évalué le confort dans les bureaux en prenant des brasseurs d'air à 0,5 et 1 mètre seconde, donc qui sont des vitesses totalement atteignables par les brasseurs d'air. Et ça a permis sur ces locaux-là, justifier le confort. Il faut savoir que sur les bureaux, c'est là où on a le plus d'apports internes et pour certains, le moins d'inertie thermique du bâtiment. Donc ça justifie le fait qu'on ait vraiment besoin de brasseurs d'air dans ces locaux-là par rapport à d'autres. D'autant plus qu'on aura supprimé la clé. Oui. Et c'est les mêmes personnes qui sont parties un an dans le conservatoire provisoire et qui reviennent dans leur même bureau. On a gardé le cloisonnement, les interrupteurs, tout, sauf la clé. C'est justement ma question. Je me demandais quel était l'état zéro en fait. Quel était l'état initial? Est-ce qu'il y avait déjà un renouvellement d'air prévu? Pour les bureaux, s'ils étaient climatisés, il me semble. Ouais, ils avaient des petites suites. Et ils avaient des grands murs rideaux avec un simple vitrage. Et non, ça surchauffait quand même pas mal. Donc on a gagné en inertie et puis on espère qu'en 2 ans ils feront pas trop le rapport, mais s'il fait trop chaud, il fait trop chaud. Alors je passe maintenant à l'éclairage naturel. Ce qu'on a fait dans l'existence, c'est surtout de remplacer les menuiseries pour des menuiseries avec des vitrages qui ont des meilleures transmissions lumineuses. Donc ça a amélioré la situation. Alors pour la salle de danse, on a créé un lanterneau, mais ça c'est du volume créé. Pour ce qui est volume créé, c'est plus facile puisque on peut mettre la bonne surface vitrée et la répartir pour avoir un éclairage homogène. Il y a eu beaucoup justement pendant la conception, il y a eu beaucoup de tests sur les différents lanterneaux, leur forme et sur comment ça pouvait optimiser l'éclairage à l'intérieur. Donc là, c'est la salle LIFAR qu'on n'a pas vue mais qui est juste à gauche de l'entrée quand on entre. Et là, ça montre une étude d'autonomie lumineuse. Donc l'autonomie lumineuse, ça donne pour chaque point de la salle le pourcentage d'heures qui sont satisfaisantes en éclairage. Et là, en l'occurrence, la barre était à 300 lux. Donc plus on est vers les jaunes clairs ici, plus on arrive à avoir 300 lux, un grand nombre d'heures sur le temps d'occupation. Et donc là c'est la 3D du logiciel de calcul d'éclairage. On voit bien la forme qu'a le lanterneau. Et ça se reflète dans le résultat en plan, où on voit que la lumière, elle est proche des fenêtres, et elle est surtout elle est au droit du lanterneau. Donc pour la salle LIFA, il y a eu beaucoup de questionnements. Alors là, c'est plus en autonomie lumineuse, mais c'est en FLJ, donc en facteur de lumière du jour, qu'un autre facteur, mais ça montre quand même les zones où il y a
où l'éclairage est meilleur. Et là, on voit sans lanterneau, il n'y a que les zones proches des fenêtres qui sont éclairées. La profondeur de la pièce fait que c'est compliqué d'avoir de l'éclairage plus loin. En mettant le lanterneau avec les 4 côtés ouverts, on retombe un peu sur ce qu'on avait vu sur la salle d'avant. Il y a aussi un test qui a été fait avec un shed mono-orienté. Donc là, on voit que ça éclairait, mais seulement localement au droit du shed. Et un dernier test qui a été fait avec 6 ouvertures zénitales qui répartissent un peu mieux l'éclairage. Donc ça, c'est qu'une partie des nombreux tests qui ont été faits, des nombreux échanges. On avait une maîtrise d'ouvrage qui avait envie de faire les choses, c'est sûr. Mais quand elle doutait de la pertinence de ce qu'on proposait en tant qu'archi ou maître d'œuvre, elle nous demandait de justifier. Et les tests d'éclairement naturel, ça a fait partie des trucs qui ont vraiment confirmé que ce qu'on proposait était pertinent sur le plan du confort des usages. Et pour autant, ça n'a pas convaincu. Enfin, ça a convaincu jusqu'à un certain point. Le lanterneau a failli voir le jeu. Et il faut aussi dire qu'il y a les lanterneaux qui ont vu le jour sur la salle de danse et la salle d'orchestre. Ouais. Ont aussi la vocation à participer au confort d'été. C'est aussi ça le rôle, puisque certains ont remarqué que la salle d'orchestre, avec la partie en faux plafond acoustique, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de gain de l'éclairage du lanterneau, mais il a toujours en tout cas cette fonction de permettre en nocturne, en diurne, d'évacuer l'air chaud et de rafraîchir le bâtiment. Ouais, et puis il y a un truc on est habitué à un éclairage plus fort que celui-ci. Nous, en tant qu'archi, quand on peut obtenir de la pénombre, ça fait partie des ambiances qu'on a le droit qu'on peut assumer, qu'on peut souhaiter. Moi, c'est des ambiances que j'affectionne. C'est pour ça, dans la salle d'orchestre, on peut tout fermer, avoir juste la lumière au pied, et puis cette lumière diffuse par le faux plafond. C'est pour partie accidentelle, parce qu'il y a une bataille sur le taux de déflecteurs qui cache la lumière, mais c'est pas... si on peut avoir des espaces qui ne sont pas suréclairés, je trouve que ça fait partie du jeu. Et on arrive sur la performance thermique. Donc le projet respecte la RT globale et le plan climat, donc il fallait des consommations réduites entre une année initiale et 2050 de 60%. Et là on voit que c'est atteint après le chantier, donc on a réduit de 65% le CEP et on a aussi réduit le UBAT de 72%. Donc ça se détaille, alors là on verra pas très bien les tableaux, donc je vais plutôt donner un peu les ordres de grandeur, mais ce qu'on a fait pour le plancher haut du rez-de-chaussée, c'est de mettre en place une isolation, la polyuréthane pour avoir une résistance de 5,5 ou un UP de 0,18. Je crois que c'était prévu en verre cellulaire, mais finalement c'est l'entreprise qui a proposé de mettre son polyuréthane qui était soi-disant de réemploi d'un autre chantier. Là on a le complexe de l'auditorium avec l'isolation à l'époque thermique et acoustique et qui a été conservée avec le bardage. Donc là ce qui a été rajouté ici, c'est donc lame d'air ventilée, bardage de remploi, donc c'est là où il y a le moins d'intervention et c'est là que ça va être intéressant aussi sur la CV de voir que par rapport à faire une façade neuve, on a été quand même assez intéressant. Je vais passer. Oui, j'avais parlé du problème de condensation. C'est pas un problème en soi, mais c'est pour dire que dans la façade de l'orchestre, on a des éléments métalliques qui sont entourés d'isolant. Et ça, peu importe la nature de l'isolant, ça peut provoquer de la condensation. Et on a bataillé avec l'entreprise pour montrer que le biosourcé n'était pas moins conseillé qu'un isolant minéral dans cette situation, puisque le vrai problème, c'est qu'il y a de la condensation le long du profilé, et c'est comment ensuite elle est évacuée. Et en ayant une façade perméable des deux côtés, c'était un problème qui était réglé, qu'on soit en laine minérale ou en biosourcé. Donc voilà, c'était intéressant de voir que là-dessus aussi, il y a eu une petite bataille. Et donc finalement, c'est quoi ? Finalement, tout est fait pour que ce soit perméable, mais on a quand même un isolant minéral. On a de la laine de roche. Alors maintenant, sur l'aspect biosourcé ACV, on a réussi à mettre beaucoup de bois dans le projet.
surtout dans la partie extension, puisque on pouvait la mettre en fob, en charpente. Et en isolant à l'origine, c'est la ligne d'isolant biosourcé qui a été quasiment totalement supprimée. Mais sinon, on en a évidemment dans les planchers, dans les parquets, dans les revêtements de sol, les portes et fenêtres, en menuiserie. Donc pour un niveau au global, on avait un niveau 2 entre l'existant et l'extension. C'était 3 sur l'extension, 1 sur l'existant. Et après chantier, on perd le 1 sur l'existant, puisque une grande partie du biosourcé c'était l'isolation. On ne pouvait pas vraiment en mettre autrement en grande quantité. Mais on reste globalement à un niveau 2, très proche du niveau 2. Et sur le 9, malgré qu'il n'y ait pas des isolants sur la pétrochimique Le biosourcé, quand on a la façade ossature bois qui pèse énormément, les menuiseries, qu'on perde les 2-3 kg au mètre carré d'isolant, finalement ça compte plus beaucoup. Ce qui est peut-être... Quand on est resté sur le chantier, on s'est aperçu qu'il faut lui mettre du biosourcé de la mine de pour le BBCA, donc, il y a un niveau performant pour la rénovation et excellent pour l'extension. Donc c'est dû grâce aux grandes quantités de réemploi, puisque c'est très valorisé d'avoir une masse conséquente de réemploi. Et là, avec les pavés, la pierre, ça allait très vite prendre le maximum de points sur ces thématiques-là. Et à contrario, la perte du réemploi, par exemple pour les faux plafonds, ne compte absolument pour rien dans le calcul, puisque en termes de poids, c'est vraiment négligeable, quoi. Comparé aux 200 000 kg de pavés, on était à 1000 kg, je crois, de faux plafonds, quoi. Donc c'est pas le même ordre de grandeur. Et enfin, on a calculé un peu... oui. Si on n'avait pas mis de pavé, on aurait obtenu la même performance. Si on n'avait pas mis de pavé, on avait quand même beaucoup de réemploi. C'est faire... Bien sûr. On veut rajouter du poids pour que le diviseur soit plus grand et pouvoir gagner dans le quotient final, c'est se faire un peu mal pour dire qu'on est bon, quoi. Mais je dirais qu'il faut plus voir les pavés, plus les pierres aussi du bardage bois-pierre. Mais j'ai pas fait le test sur le BBCA. Ce qu'on a regardé, c'est plus si on n'avait pas fait de réemploi de pavé, si on avait fait une autre façade neuve à ce moment-là, ce que ça aurait donné sur l'impact carbone. Augustin, ce que tu disais, c'est que en fait, le critère poids n'était pas forcément le plus pertinent. Oui, c'est ça. Dans tous les cas. Parce que là, c'est au poids. Non, ce que j'ai compris, c'est que grâce aux 20 tonnes de pavés, 2 tonnes de pavés, on avait, en 12 tonnes de pavés, on a réussi à agrandir le dénominateur et puis on a obtenu un meilleur quotient. Oui, ça mixe, on avait une masse énorme dans tous les cas de réemploi et que peu importe finalement, enfin, sur la petite surface qu'on avait, c'était très beau, quoi. La question c'est, les pavés ils apportent quelque chose au calcul thermique ou pas du tout? Ah, thermique, non. Carbone. Oui. En fait, on ne s'est pas posé la question dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y avait la ressource des pavés qui était sur site et on a voulu la valoriser sur l'opération et c'était tout pour montrer que c'est faisable. Voilà, c'est une belle expérience de réemploi. Après, là, on montre comment ça se traduit dans le calcul, mais effectivement, toujours quantifier le réemploi en masse, c'est effectivement peut-être pas une bonne idée, mais aujourd'hui le calcul il fait comme ça. Oui, ça peut être en volume, ça peut être en... Est-ce qu'il y a un effet, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un effet double mur, est-ce qu'il sert à quelque chose, à part architectural? Pour la thermique, non. Pour la thermique, il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas de... Je dirais quand même que ça fait un ombrage de façade, donc ça vous diminue le facteur solaire. Oui, Même cet aspect-là, oui. On peut donner Ouais, cet aspect-là. Isolé, comme c'est des bâtiments existants, ça donc pas si bien, pas isolé, mais pas de ouf non plus. Du coup, ça vient faire un facteur solaire plus bas et ça diminue le confort des Oui. c'est un petit Oui, il y a moins d'apport solaire qui arrive finalement dans le local. En fait, précisément, c'est pas pour ça la que slide là, ça fait fait. elle est au moment où on se pose ce genre de questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est réellement mieux de réutiliser ce pavé plutôt que de le baigner? C'est la question. Ce même projet, on le portait il y a 8 ans sur la prison de Los. C'est-à-dire reprendre tous les pavés de la prison ancienne
et créer une double boîte, mais elle servait à quelque chose thermiquement. Ouais. Mais bien entendu, on n'a jamais passé ça dans un bâtiment pénitentiaire et ça a fini dans la plus grande des poubelles. C'était pour savoir s'il y avait quelque chose. En fait, le truc, c'est que dès lors que ça rentre dans la composition de la paroisse, le bureau de contrôle s'y intéresse davantage et tout devient vachement plus compliqué. Là, le switch sur cette partie-là, ça a été possible à partir du moment où on a dit, enfin beaucoup plus facile, à partir du moment où on a dit la paroi initiale, on la conserve, c'est l'existant non modifié. Ce qu'on rajoute, on le rajoute, et si on veut faire des trous pour mettre des nichoirs à oiseaux, bah, on peut. Voilà. Mais après, ça reste un mur avec un parement architectural de qualité et extrêmement pérenne par rapport au barrage qu'on aurait mis en remplacement. Moi, je vais peut-être juste répondre sur le BBCA. En fait, dans le BBCA, il y a 2 points. Le réemploi rentre en 2 fois. Il rentre une fois que c'est 0 en termes d'ACD, parce que le zéro carbone, c'est la convention que tout le monde utilise. Et la deuxième chose, c'est que quand on a de réemploi, on a des poids supplémentaires, mais là, c'est pour gagner des étoiles. Et là, nous, on n'est pas labellisé du tout. Donc, en fait, c'est que niveau BBCA, c'est que niveau biosanté, on est d'accord. Voilà, il n'y a pas de recherche de label. C'est juste, on valorise le travail qui a été fait pour montrer, voilà. Et cette slide va vous montrer effectivement que l'architecte et Augustin sont allés encore plus loin pour voir si on n'a pas fait une connerie, en quelque sorte, en réemployant du point de vue carbone. Donc si je détaille un peu les différentes colonnes, on a comparé du coup 3 options, dont celle qui a été construite, celle actuelle, suivant le taux de CO2, les kilos de CO2 équivalents par mètre carré de façade pleine. Et donc en bleu, c'est la partie structure métallique qui soutient le pavé de réemploi. En jaune, c'est le ciment qui a servi à construire ciment maçonné, puisque on met 0 comme impact pour les pavés, mais il faut prendre en compte le fait qu'on a quand même créé du ciment neuf et qu'on l'a appliqué. Et ensuite, dans les autres options, il y a en vert la fin de vie des pavés, car si on n'avait pas fait de réemploi, on aurait dû évacuer les pavés en déchetterie, les traiter, les recycler. Donc, si on compare les deux ici, en fait, ça c'est ce qui s'est fait, et ce qu'on aurait, une autre option qui aurait été de simplement apposer un bardage bois sur l'existant plutôt que de faire ce double mur. Donc on voit que, en effet, on aurait été, si on était en bardage bois, plus vertueux, parce que le bardage bois, on le voit même pas en fait dans la légende, c'est une ligne à peine, ça pèse très peu. Et finalement, la fin de vie des pavés, elle n'est pas équivalente, on va dire, aux poutres qu'on vient ajouter. Par contre, si on avait fait un mur de parement en briques neuves, là, on aurait du coup la même structure métallique, mais la création de ce mur neuf, il y aurait le ciment plus les briques et leur cuisson qui émet du CO2, donc on aurait été bien plus élevé. Donc oui, si on compare une solution vertueuse, mais encore, il faudrait comparer à durabilité équivalente, puisque là, on a un bardage bois versus façade en pavé plus pérenne. On est dans un rapport là, qui semble être du simple au triple par mètre carré de façade pleine, mais si on ramène ça à l'impact carbone global du projet, on perdrait, c'est de l'ordre de 2-3% l'écart. Donc ça justifie peut-être pas pour le carbone en tant que tel, mais pour plein d'autres thématiques de rendre le réemploi plus visible et plus commun, et d'avoir des retours d'expérience aussi sur le réemploi. Je pense qu'il ne faut pas regarder juste cet impact-là. Ouais, c'est pour ça qu'à l'ICEB, on dit que avoir une approche monocritère, c'est très pauvre. En fait. C'est ça. On l'a pas fait pour la CV, quoi. Oui, c'est là que vous avez fait ça pour vous conforter sur la validité d'une démarche. Mais c'est pas avec ça qu'on conçoit. Exactement. Donc ça clôt la partie enjeux environnementaux. Et je sais pas si lance le film.